Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick 2022 tire à sa fin. Je vous promets que d'ici 2023, je vais trouver une autre façon de faire mes intros parce que je me rends compte que c'est un peu redondant comme intro. Je vais vous trouver plein de formules très originales. Aujourd'hui, j'avais envie de vous le dire. Voyons, je vais me forcer pour vous autres. 2023, on se réinvente! Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir un nouveau collaborateur à Génération Sidechick, soit les produits Tena, qui accompagnent les hommes et les femmes de tout âge, et ce depuis 60 ans, à gérer leur incontinence en offrant des produits variés pour qu'ils puissent continuer à mener une vie active et pleinement épanouie. Ils offrent une multitude de produits également qui répond à une multitude de besoins. Et aujourd'hui, j'ai envie d'attirer votre attention sur les dessus-dessous. Vous savez, ces petites serviettes là, très minces, très discrètes qu'on peut mettre dans sa petite culotte et qui aident justement à prévenir ou à gérer ces petites pertes-là, cette incontinence-là. Moi, personnellement, j'utilise des dessus-dessous Tena lorsque je suis dans la fin de ma semaine parce que ça me permet de gérer, excusez les hommes, mais mon spotting. Mais voilà, c'est une réalité bien de chez nous. C'est des produits qui sont discrets, qui sont offerts en multitude de formats, plusieurs niveaux d'absorption également. Donc vraiment, vous en avez vraiment pour tous les goûts et tous les besoins. C'est disponible dans plusieurs points de vente, donc je vous invite à aller faire un tour sur le site de tena.ca pour aller voir celui qui se retrouve le plus proche de la maison. Et aujourd'hui, je reçois un invité afin d'aborder un sujet qui est complètement en lien avec le collaborateur d'aujourd'hui, mais qui n'a pas nécessairement de lien direct et professionnel. Il n'y a aucune association chez moi ici qui a fait de la magie et j'ai décidé d'inviter Stéphanie Thibault-Gagnon, qui est ma cousine. Oui, ma cousine, la famille est ici au studio, ça n'a pas de bon sens. Stéphanie est physiothérapeute en rééducation périnéale et ça depuis 15 ans. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous rendre service pour qu'on puisse comprendre tout ce qui se passe au niveau du plancher pelvien parce que ça rend drôlement service de mieux connaître son corps. Donc aujourd'hui, on va pouvoir démystifier tout ça en détail, savoir comment en prendre soin, c'est quoi les fonctions, qu'est-ce qui peut arriver lors d'un accouchement, etc., etc. On va aller très large. Et messieurs, ce sujet également pour vous, parce que ça fait partie des tabous, là. Oui, vous avez un plancher pelvien. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Et pour en parler, mais qui est invité de mieux qu'une femme enceinte, Rose Simard, ainsi qu'Amélie Bessimard, qui est une doula. Donc, elle a fait ça. Elle parle tout le temps du plancher pelvien. Ça fait partie de sa réalité. Donc, c'est une discussion vraiment très intéressante. On a eu de la misère à pas arrêter. En fait, on a eu de la misère à arrêter tout court parce que ça n'avait pas de bon sens. On s'en allait vraiment pour un 3 heures, puis il a fallu que je les arrête. Ceci étant dit, maintenant que je pense, je vais décroiser mes jambes et vous allez comprendre pourquoi tantôt. Mais c'est le temps de la minute Clarins. Et aujourd'hui, je vous présente un petit nouveau encore parce que Clarins ne cesse de se réinventer. On les aime tellement. Et c'est un produit que j'ai pas encore eu la chance d'essayer parce que ça vient juste d'arriver dans mes mains. C'est tout frais, tout chaud. Je parle ici des Milky Boost en capsule. C'est une crème que j'adore qui s'offre en format grand. Et là, ils l'ont offert en format capsule pour avoir en un seul geste un teint unifié, équilibré, rayonnant, un boost d'éclat. Honnêtement, c'est vraiment merveilleux et c'est disponible en 6 teintes distinctes. Ça vient vraiment unifier votre teint en un seul geste, donc c'est un produit qui est parfait pour les gens pressés comme moi. Disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Bon matin, madame. Bon Allô. Matin. Ça va? Ça oui, va? Ton plancher pelvien va bien? Je contracte en ce moment. C'est sûr qu'il En fait, tout le long de l'émission, on va se contracter, OK? Bienvenue, Steph. Comment ça va? Ça va vraiment bien. Oui. Puis dans un moment, je vais peut-être te dire pourquoi ça serait une bonne idée de ne pas contracter tout le long de ton émission aujourd'hui. On va essayer de tout comprendre ça parce que je dois avouer que je comprends rien. Et c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui pour parler de plancher pelvien spécifiquement parce que c'est vraiment ton champ d'expertise. Oui. Là, je l'ai dit en intro, mais t'es ma cousine en plus, fait que tu peux me dire plein de choses qu'on serait pas censé dire d'habitude. Voilà. Je peux me dire tous les secrets, là, je serais pas mal à l'aise. Cool. Mais je trouvais ça très pertinent. Un, parce que Rose, t'es enceinte. Fait que là, tu disais que t'avais très hâte qu'on en parle. Ben oui, c'est mon masterclass aujourd'hui, là, je suis rendue là. Je vais essayer de bien faire ça. Puis Amélie, ben, je présume que ça fait quand même partie de tes discussions parfois que tu as en tant que doula ou non? À tous les jours. En tant que doula, c'est sûr que oui. Puis aussi, moi, personnellement, avec mes 2 grossesses, j'ai vu une physio périnéale. C'est ça, comme ça, on dit ça? Oui.
Bien, en fait, on est physiothérapeute, puis on pratique en rééducation périnale et pelvienne. Parce que physio-périnale, c'est un petit peu réducteur, fait que les gens essaient de comme... parce qu'on n'est pas juste des physios du périnée. Ouais, c'est ça. Mais des fois, mon site s'appelle physiopérinéal.ca là, pour raccourcir la chose. Là. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai vu une physio en rééducation périnéale les 2 fois, puis je pense que ça a été vraiment très utile dans ma préparation de mes accouchements avant, après, pendant. Oui, clairement. Mais je pense qu'on en avait déjà parlé aussi, puis je sais pas si c'était avec vous, mais tu sais... Bien, je pense que c'était quand on a parlé de la maternité. Oui, c'est ça. J'ai pas eu de grossesse encore, puis il faut que je fasse attention sur une trampoline. Ça va pas bien. Attention quand tu peux être chumée enceinte. Moi, je peux le dire que je peux déjà retourner sur le trampoline, puis ça se passe bien. Ah ouais? Oui, Bon, j'ai accouché, ça va déjà faire un an, là. Fait que... Fait clairement, ça va me rendre peut-être plus service qu'à toi. Qui sait? Qui sait? Mais d'abord, je suis curieuse parce qu'on a beau être cousines, mais je ne sais pas pourquoi, justement, ce champ d'expertise-là a attiré ton attention. Tu peux peut-être me parler un peu de ton parcours? En fait, je pense que comme beaucoup de physio, là, quand j'étais à l'école en physio, il y a maintenant presque 20 ans, là, mais je voulais être physio sportif comme quasiment tout le monde dans ma classe, là, suivre des équipes sportives. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment mon truc. Je me cherchais comme un champ de pratique un petit peu plus niché. Puis dans ma dernière session à l'université, dans mon cours de physiothérapie générale, tout d'un coup, on avait une session sur la rééducation périnéale. Puis j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que c'est ça? C'est donc bien hot qu'on peut vraiment être aussi impliqué dans un champ de pratique aussi intime, aussi personnel, qu'on peut avoir autant un impact sur la vie des gens. Fait que c'était comme un coup de foudre dans le fond. Fait que le premier week-end après ma graduation de mon bac en physiothérapie, j'étais inscrite en formation continue pour faire de la rééducation périnale et pelvienne. Puis j'adore ça encore, je suis aussi passionnée, puis j'adore ce que je fais. Ouais. Est-ce que tu considères, au fil du temps, là, justement, que tu accompagnes des gens, est-ce que tu considères que la population générale est suffisamment informée par rapport à ce qui se passe à ce niveau-là de notre corps? Non. Vraiment pas. Mais les gens veulent vraiment savoir, par exemple. Les gens sont curieux, tu sais. Moi, je dis que je suis physiothérapeute en rééducation périnale dans un party, puis c'est tout d'un coup, tout le monde arrête de parler. Ils sont tout autour de moi, m'écoutent. Les hommes, les femmes, les gens de tous âges. Fait que c'est comme, des fois, j'ai quasiment le goût de pas le dire, mais non, j'adore parler de ce que je fais, mais c'est comme ça attire l'attention des gens. Les gens veulent vraiment être informés. Ils sont soif d'informations sur la santé pelvienne, malgré les tabous, puis on va en parler un peu plus des tabous. Fait que on n'est pas assez informés. Les raisons pour ça sont pas claires exactement, là, tu sais. C'est sûr qu'on a du chemin à faire au niveau de l'information, mais les gens sont pas assez informés, mais ils veulent vraiment l'être, tu sais. Ouais. Mais tu sais, justement, à ce niveau-là, je sais pas pour toi, Amé, mais tu sais, il y a des pays où ils offrent littéralement, à la limite, une brochure ou une liste de personnes qui peuvent t'accompagner suite à une grossesse ou à un accouchement pour t'accompagner justement dans la rééducation puis tout remettre en place au mieux possible. Ici, au Québec, on fait pas ça. Mais quand tu as une accompagnante à la naissance, c'est le genre de truc qu'elle va vraiment te suggérer. Fait que, tu sais, c'est dépendamment comment tu décides d'être entourée. Aussi, tu sais, moi, à la maison de naissance, pour mon 2e accouchement, la sage-femme, elle t'en parle vraiment beaucoup en amont. Fait que je pense que c'est aux spécialistes qui travaillent dans le domaine qui se doivent d'en parler, tu sais. Okay. Moi, c'est drôle parce que, c'est drôle. Quand j'ai fait mon cours pour être accompagnante à la naissance, il fallait choisir un travail à faire sur un sujet quelconque, puis j'ai choisi le périnée. Fait que je suis contente de te recevoir aujourd'hui. On a des choses en commun. Non, mais je suis curieuse d'entendre sur les hommes parce que on n'en parle pas beaucoup. Non, c'est ça. Fait que j'ai hâte d'entendre parler de plus au niveau masculin aussi. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Oui. Bien, je peux en parler là, mais je vais revenir sur le fait des ressources qu'on a comme accès. Dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de ligne directrice. T'sais, on n'a pas un document ou des lignes directrices actuellement au Québec qui dit OK, dans tous les milieux hospitaliers, en postnatal, dans tous les milieux de naissance, tous les médecins généralistes, tous les médecins de famille vont poser des questions sur la santé pelvienne et ensuite diriger les gens. Fait qu'on n'a pas de ligne directrice encore. Fait que je pense que on a besoin de ça. On a besoin non seulement d'en parler plus, mais vraiment d'établir, comme dans le fond, des lignes directrices pour que l'information soit remise à tout le monde, puis de façon quand même standardisée, puis que ça soit de la bonne information aussi qui est donnée. Fait que actuellement, c'est comme selon le milieu de naissance, selon l'hôpital, selon le médecin, selon le professionnel de la santé, il y en a qui en parlent, ils en parlent beaucoup plus, mais c'est juste que c'est pas comme standardisé, fait que tout le monde n'a pas la même information ou la chance de recevoir même de l'information. Du côté des hommes, bien, en fait, c'est vraiment drôle parce que, tu sais, je donne des ateliers
de groupe à la population dans le but vraiment de démocratiser l'information sur la santé pelvienne puis pouvoir rendre ça accessible. Puis une des questions que j'ai souvent, c'est est-ce que les hommes ont un plancher pelvien? Donc, il y a des gens, en fait, qui savent pas que c'est vraiment une question fréquente. Fait que je veux juste comme... je veux juste dire... Vous en avez un. Oui, les hommes, les femmes, les gens de tout sexe, tout genre ont un plancher pelvien. Donc, tout le monde a un plancher pelvien. Donc, c'est d'intérêt, en fait, la santé pelvienne est d'intérêt pour tout le monde. Puis par rapport aux problématiques, c'est sûr que les hommes, et là, je parle dans le sens biologique du terme homme, ont peut-être moins de sortes de problématiques qui peuvent apparaître au courant de la vie où c'est un peu moins fréquent, mais il y a quand même des problèmes, puis on pourra en parler un petit peu plus. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes phases de vie qu'une femme. On n'a pas exactement la même anatomie. Donc, ils ne vont pas avoir un accouchement. Donc, c'est sûr que ça, c'est des facteurs de risque, dans le fond, au développement de problématiques de santé pelvienne. Fait qu'eux vont avoir moins de facteurs de risque pour pouvoir développer des problématiques de santé pelvienne, mais peuvent quand même souffrir de douleurs dans la région génitale, dans la région pelvienne. Comme un homme, peut-tu avoir une descente de vessie, maintenant? C'est quand même plutôt rare. OK. Tu sais, une descente de vessie, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, première des choses, j'aime pas le mot descente de vessie. Ça fait vraiment peur, là, descente des organes. Ascenseur. Là, Oui, oui, les gens En même temps, c'est très... C'est ça. ça crée beaucoup d'anxiété. Les gens ont comme peur que leurs organes tombent, tu sais. Fait que anatomiquement parlant, c'est sûr que nous, les femmes encore au sens biologique, celles et ceux qui vont avoir une ouverture, un vagin, vont avoir un potentiel, dans le fond, pour que les organes pelviens, donc là, on va parler de la vessie, de l'utérus, du rectum, et chez l'homme, on peut parler aussi, pas de l'utérus, mais de la prostate, peuvent avoir un potentiel, en fait, de plus de mouvement ou de moins de soutien au niveau de ces organes-là, de par le fait qu'on a une ouverture. Donc, les hommes n'ont pas cette ouverture-là, ils ont quand même un anus, mais peuvent avoir d'autres types de problématiques. Fait que problème de soutien au niveau des organes pelviens, c'est moins fréquent, mais c'est aussi, on peut en parler un peu plus tard, mais une question de gestion de pression à l'intérieur de nous. Donc, souvent, les hommes vont développer des problématiques de gestion de pression, mais autrement, on peut penser aux hernies inguinales au niveau de l'abdomen qui sont quand même plus fréquents chez les hommes que chez les femmes. Fait que des fois, la pression à l'intérieur du corps va peut-être pas sortir vers le bas exactement de la même façon pour un homme, mais elle peut sortir par ailleurs et causer d'autres problématiques en lien avec la pression intra-abdominale. Mais la plupart des problèmes chez les hommes, comme que je vois en clinique, vont être surtout liés à la prostate. Les problèmes de douleur, les problèmes de prostate, les hommes vont avoir, dans le fond, avec l'âge, une hyperplasie ou une hypertrophie de la prostate. Ça, c'est quand la prostate, elle devient plus grosse avec le temps. Puis tous les hommes vont avoir ça, rendu à un certain âge. Plus tard, tous les hommes ont une prostate qui est plus grosse que l'était avant. Et ça peut amener à des problématiques urinaires parce que l'urètre passe à travers, dans le fond, de la prostate. Et donc, si j'ai plus de tissu autour de ma prostate qui pèse sur mon urètre, ça peut donner des symptômes urinaires. Donc, des fois, ils vont avoir des symptômes urinaires pour lesquels ils vont nous consulter. Puis ensuite, à l'inverse, si on enlève la prostate, après une prostatectomie pour le cancer de la prostate, en fait, on enlève une portion de l'urètre et on enlève un des sphincters qui nous permet de garder l'urine. Donc, dans ce temps-là, les hommes, après une prostatectomie où on enlève chirurgicalement la prostate, vont souvent avoir des problèmes d'incontinence urinaire. En fait, c'est quasiment 100 des hommes après. Oui. Je suis contente d'apprendre qu'il n'y a pas juste les femmes qui ont des problèmes d'incontinence urinaire. Non. C'est pas égal, mais comme il y a un petit peu plus dans le ballon. Là, Puis je vais vraiment être une question très pointue et peut être gênante pour certaines personnes, j'avise. Mais tu sais, une physio périnéale, il y a des touchés internes, des touchés vaginaux qui peuvent être surprenants pour les gens. Si, mettons, on dirait que tu t'imagines, tu vas avoir une physio, tu penses pas qu'il va avoir ça, mais oui. Est-ce que pour les gars aussi, il y a des touchés internes? Oui. Fait que c'est sûr que le plancher pelvien, mais peut-être que je peux le montrer tout de suite. Peut-être que. Mais c'est parce que, comme on parle, on est dans le vif, mais moi, il y a comme. J'ai juste besoin de m'assurer que je suis peut-être pas nonone, mais la fonction du plancher pelvien, c'est quoi? Oui, fait que peut-être je peux parler de la fonction, puis après ça, expliquer comment on l'évalue, justement. Ça va être comme une bonne façon d'en parler. Puis je suis consciente que c'est pas tout le monde, là, actuellement, qui vont pouvoir voir mon beau bassin, mon plancher pelvien que je présente. Quand tu dis mon beau bassin, c'est lui que tu as dans les mains. C'est ça, exact. Oui, effectivement, Pour faut comme mentionner. Écoute, en audio, je vous invite à aller faire un tour sur YouTube, aller voir la portion vidéo si jamais vous êtes franchement intéressés, parce que Stéphanie, présentement, tient un squelette. Oui. Pour
pour nous aider à vraiment visualiser le tout. Donc, le support visuel peut être franchement pertinent. En fait, j'ai quasiment tout le temps mon bassin avec moi. Peu importe, j'ai un atelier de formation. Puis j'en ai 2, puis il y en a un qui est cassé. Là, j'ai amené celui qui n'est pas cassé aujourd'hui, mais c'est un peu quand même drôle des fois quand j'ai mon... C'est un squelette féminin. Oui, c'est un bassin de femme. C'est juste imaginer Steph qui est en voiture, puis tu sais, elle a son bassin attaché à la ceinture de sécurité du côté passager. C'est quasiment ça. C'est juste mon bassin. C'est quasiment ça. Je suis connue là, pour avoir mon bassin avec moi. Louis Vuitton. Tiens, mon bassin. Oui. Il en faut un pas pire. Mais c'est ça, le bassin, dans le fond, pour parler de fonction, il faut parler d'anatomie. Oui. Quand on regarde l'anatomie, on comprend déjà un peu plus les fonctions du plancher pelvien. Fait que là, tout ce qui est en blanc, c'est les os du bassin. Fait que souvent, je vais inviter les gens vraiment à palper sur eux-mêmes les os. Fait que ici, on a les iliaques de chaque côté, qui sont vraiment comme les ailes du bassin là, de chaque côté. En avant, on va avoir l'os pubien. En fait, on a 2 os. Là. Donc, on a le pubis, puis on a la symphyse pubienne qui est au centre, qui est comme du genre de cartilage. Ça peut être vraiment douloureux. Moi, j'ai vraiment eu des grosses douleurs enceinte. Ah ouais? Oh, mon Dieu. En grossesse, c'est quand même quelque chose souvent qui est fréquent, des douleurs au niveau de la symphyse, parce que le cartilage... c'est ça? En fait, ici, c'est du cartilage, mais on a des ligaments qui vont être plutôt à l'arrière, les ligaments sacro-iliaques. On a d'autres ligaments, là, mais je parle surtout d'eux. Parce qu'enceinte, c'est sûr qu'il y a un effet de relâchement ligamentaire à cause des hormones. C'est normal, c'est physiologique, c'est pour faire de la place pour le bébé dans le bassin. Donc, ce qui arrive, c'est que souvent, on peut avoir des douleurs au niveau de la symphyse pubienne ou des douleurs au niveau des sacro-iliaques. Des fois, les gens vont dire que c'est une sciatique. En fait, c'est un peu une fausse sciatique parce que c'est plus des douleurs qui sont au niveau de la région, dans le fond, du joint sacro-iliaque, entre l'iliaque et sacro pour sacrum, iliaque pour iliaque. Donc, ça, c'est le sacrum à l'arrière. Donc, c'est les os principaux, en fait, du bassin. Après ça, on va avoir les dernières vertèbres de la colonne vertébrale qu'on voit ici. Puis si je revire mon bassin à l'envers, on va voir aussi qu'il y a le coccyx, donc notre petite terminaison de la colonne vertébrale. Donc, le plancher pelvien, lui, c'est tout ce que vous voyez qui est en rouge, ou plutôt la partie musculaire du plancher pelvien, c'est tout ce qu'on voit en rouge. Fait que là, on voit l'intérieur qui va être plus la couche profonde, dans le fond, du plancher pelvien. Puis on a aussi la couche plus superficielle du plancher pelvien. Puis on est capable de voir, dans le fond, que les muscles s'attachent à tous les os que j'ai nommés, autant au coccyx, au sacrum, aux iliaques, au pubis. Donc, déjà là, on est capable de comprendre qu'un des rôles principal du plancher pelvien, c'est la stabilisation du bassin. Pour ceux qui le voient pas, là, vraiment, là, le plancher pelvien, finalement, est vraiment en dessous. Il rattache tout ça en plein centre. Exactement. Puis, il porte bien son nom, le plancher pelvien du pelvis. Donc, c'est vraiment une des fonctions principales du bassin. Après ça, je les ai enlevés parce qu'on n'allait pas voir le plancher pelvien, mais il y a les organes, normalement, qui sont ici. Donc, chez la femme, on va avoir la vessie, l'utérus, le rectum. Chez l'homme, on va avoir quand même la vessie, le rectum et la prostate qui va être là. Donc, les organes pelviens sont soutenus, en fait, par la musculature du plancher pelvien. Donc, il y a un rôle pour le soutien des organes pelviens. Il va aussi avoir un rôle dans la continence. Donc, faire en sorte, justement, qu'on n'est pas tout le temps en train de perdre de l'urine ou perdre des selles. Donc, nous permettre de nous retenir, nous garder continents d'urine et de selles. Et aussi, de nous permettre d'éliminer. Donc, ça, on va en parler, d'après moi, un tout petit peu là, de la constipation tout à l'heure, mais dans le fond... Je sais pas pourquoi tu souris en non! Bien, je pense qu'on a même parlé un peu sur le podcast, quand tu célébrais tes caca. As-tu marqué constipé? Bien, en fait, tu sais, c'est ma cousine en plein Lolly White Tour qui m'a appris à comment faire caca. Tu t'en souviens? Oui. On était assis sur notre tapis à yoga. Relever les jambes, c'est ça? Oui, à relever les jambes. Elle avait dit ça te prend vraiment un petit banc et tout ça. Fait que, tu sais, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Oui, tout le monde, j'ai des problèmes. Qu'est-ce que tu veux? T'as des problèmes. Tu utilises le petit banc tout le temps, là. Moi, en fait, j'utilise des blocs de yoga. Ma technique est... Fait que le principe, là, on fast-forward un peu à ça, là, mais le principe, c'est que quand on va à la selle, pour faciliter l'ouverture du plancher pelvien, on devrait avoir les genoux, en fait, qui sont plus hauts que le bassin. Fait que ça, c'est le principe de base. C'est qu'en Amérique du Nord, surtout, on a appris à mettre des toilettes, espèces des trônes, là, quasiment, sur lesquels on est. Puis on a le bassin. Des fois, on touche même pas à terre. Tu sais, c'est comme la toilette est standardisée pour tout le monde, la personne de 5 pieds 2 puis la personne de 6 pieds 4. Fait que, dans le fond, l'idée, c'est d'avoir les pieds souvent... Là, je suis pas pire, là, j'ai les genoux plus hauts que le bassin, mais c'est pas le cas sur la plupart des toilettes. Donc, c'est de surélever, dans le fond, les pieds, puis vraiment de les avoir posés. Ça fait pas la même chose de se mettre sur la pointe des pieds. Puis ensuite, peut-être avec une colonne longue, on peut venir s'accoter aussi sur les genoux vers l'avant, de respirer. Fait que là, je donne un peu plusieurs trucs en même temps là, pour bien évacuer, de pas forcer, de pas pousser. Mais c'est cette élévation-là. Puis il y a des petits bancs, ça peut être un petit banc de chez Ikea, pas parce que je suis sponsorisée par Ikea, où
ou le fameux Squatty Potty. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, allez voir sur Internet leurs vidéos avec la licorne de Squatty Potty. C'est vrai que c'est vidéo. Les vidéos sont incroyables. Ouais. Ça te donne envie d'avoir un Squatty Potty. C'est bien drôle. Mais moi, j'adore les blocs de yoga parce que j'aime mieux les blocs. Je suis capable de les mettre la largeur que j'ai besoin de les mettre. Puis là, tu as comme 3 niveaux. Tu peux les mettre moins haut, moyen. Ben oui, mais c'est ça. Parce que si on parle d'accouchement aussi, tu sais, l'accouchement, souvent, on sait que la position, en fait, d'avoir les pieds un peu plus larges, les genoux rentrés vers l'intérieur, ça ouvre le bassin, mais c'est la même chose pour aller à la selle. Fait que souvent, d'avoir les pieds un peu plus larges, souvent, les petits bancs, je les trouve pas assez larges. Fait que moi, mon truc, c'est les blocs de yoga. Je pourrais peut-être essayer, vois-tu, parce que dans ma tête, j'étais comme mon corps, il est habitué d'avoir un petit banc, ça les tente moins. Parce que dernièrement, je trouve que ça fonctionne moins bien. Alors les blocs de yoga. Au début, dès que j'ai mis le petit banc, ça avait changé ma vie. Ah oui, à ce moment-là. Mais non, mais je faisais juste 3 respirations, puis ça sortait. Puis je te jure. Avant, j'avais des vaisseaux sanguins qui éclataient dans mon visage tellement je forçais. Et là, 2-3 respirations et flac, ça sortait. Puis dernièrement, mais moi, je suis rendue fancy là, avec les années quand même. Ben écoute. J'ai enlevé les fameux bancs rétractables parce que je trouvais ça très gênant parce que tout le monde entendait que je m'en allais faire caca. Fait que là, j'ai fait comme, je vais garder une gêne parce que ça fait bon, Cathy est à Shell pour une demi-heure. Fait que, tu sais, j'étais comme bon. Fait que je m'étais fait offrir, en fait, fun fact, merci à mon ex, un super beau banc fait pour ça que tu mets sur qui s'emboîte. Mais vois-tu, je suis pas capable d'aller plus large. Je suis pas capable de. Tu sais, c'est beau esthétiquement, mais vu qu'il est fait en rond, pour mouler le bol, il est peut-être pas assez adapté pour moi. Les blocs de yoga, dans le fond, tu les mets au plus haut? Ça dépend de la hauteur de ta toilette. Moi, j'ai juste besoin de l'hauteur la moins haute. Mais c'est ça, je pense que tu parles du Squatty Potty, en fait, parce que c'est ça, il est comme fermé autour. Des pattes de bois. Ah, peut-être que c'est un fancy Squatty Potty. Ah, toucher les bidets. Oui, c'est toucher. À l'éclatation. Ben oui. Mais toucher, ils font des bidets, hein. C'est ça, puis ils font le stand pour les pieds. On s'écarte. Écoute, non, mais on parle quand même de plancher pelvien. Non, mais tu vois, c'est tellement important et magique qu'il y a plein de compagnies maintenant qui développent leur propre banc, mais des bons vieux blocs de yoga. Ça fonctionne. Je vais pas faire de promo sur où les acheter. Là. Ça fait pas de bruit. Puis c'est multi-utilité. Tu peux l'utiliser pour d'autres choses aussi. Ouais. Mais c'est ça dépend. C'est parce que le Squatty Potty, des fois, il est trop haut. Fait qu'il y a aussi trop haut. Si ta toilette est déjà basse, puis là, tu mets tes pieds sur le Squatty Potty, puis tes genoux là, ça se peut que ça soit même un peu trop haut. Ça dépend. Il faut faire des petits tests. Mais tout pour revenir au fait que le plancher pelvien est important dans l'élimination. Si j'ai un plancher pelvien qui est peut-être un petit peu trop difficile à relâcher au moment où j'essaie d'aller à la selle ou évacuer ou aller uriner, mais ça peut nuire, dans le fond, à l'élimination aussi. Ce qui est important pour garder les choses à l'intérieur, fermer la porte quand on a besoin, de se rendre à temps à la toilette, mais il est aussi important, en fait, pour être capable de bien évacuer, bien relâcher, etc. Fait qu'il y a des fois des gens... C'est pour ça, tantôt, je te disais, peut-être c'est pas une bonne idée de contracter tout le long de l'émission. C'est pas physiologique, c'est pas quelque chose dans le plancher pelvien en temps normal. On devrait pas vraiment avoir besoin d'y penser tant que ça. Il est déjà en train de faire une job. Pourquoi on est capable d'être continente ici, assis ensemble? C'est parce que sans qu'on le sache, notre cerveau est en train de parler à notre plancher pelvien et dit « Garde les sphincters fermés, tu n'as pas besoin de les ouvrir actuellement. » Fait qu'il y a déjà du travail qui est en train de se faire par soi-même. C'est juste que des fois, on a besoin d'ajouter avec le travail volontaire, dans le fond, du plancher pelvien. Mais ceci étant dit, sachant justement que, bon, tout ça est un beau muscle, on s'entend que c'est normal d'arriver à un certain point dans sa vie où il y a un relâchement qui se passe, tout comme le reste de notre corps. T'sais, en vieillissant, ça devient un petit peu plus relâché. C'est normal, les gens, ils ne doivent pas voir ça comme une anomalie. Il y a des choses à faire, par contre, pour contrer ça, contrer le vieillissement prématuré ou autre. Ouais. Mais c'est pas anormal d'avoir un relâchement. Bien, en fait, déjà là, je vais démystifier quelque chose, c'est que cette idée-là que tout le monde a un relâchement du plancher pelvien, une faiblesse qui s'installe avec le temps, est fausse. Okay. C'est un des mythes les plus véhiculés. Non, mais on sort avec une belle information, là. J'aime ça. C'est vraiment un mythe. Moi, en clinique, en pratique privée, là, je vois plus de problématiques liées à des planchers pelviens qui ont trop de tension, pas assez de relâchement et de mobilité et de mouvement que de problématiques de pure faiblesse et de relâchement. Donc ça, c'est un des plus gros mythes qui est véhiculé. Et même en période postnatale. Est-ce que tu penses que, sachant qu'on est dans une ère très stressante, est-ce que tu crois que ça peut être une des raisons? En partie, définitivement. Oui. Donc, je peux pas... Quand on voit quelqu'un, on peut pas... C'est très rare qu'on est capable de dire « Ah,
c'est à cause de ça que tu as des problèmes de plancher pelvien. Souvent, c'est multifactoriel. Donc, c'est une multitude de facteurs et non seulement des facteurs physiques. Comme tu viens de le mentionner, tu as parlé de stress, un air stressante. C'est pas juste parce que j'ai contracté mon plancher pelvien tout le long d'un podcast que j'ai des tensions dans mon plancher pelvien. Ça peut être parce que j'ai tendance à m'asseoir dans une posture qui comprime ou qui accumule des tensions. Fait qu'on est déjà beaucoup assis. Fait que c'est sûr que d'être beaucoup assis, d'être plus sédentaire, de bouger moins, pas facilite, mais plutôt nous prédispose à avoir des tensions, moins de souplesse, moins de mobilité dans notre plancher pelvien. Il y a très peu d'études qui sont capables de vraiment prouver ça parce que c'est dur de faire des études. OK, toi, tu vas t'asseoir 10 heures par jour, toi, 24 heures par jour, puis on va voir qui va avoir le plancher pelvien le plus tendu. Fait qu'on n'est pas capable de vraiment mettre le doigt sur quelque chose. Mais on sait que, entre autres, pour le stress, je vais en parler, puis quand je dis une multitude de facteurs, il y a des facteurs physiques, puis il va y avoir des facteurs psycho-émotifs ou même psychosociaux des fois. Donc, il faut prendre ça tout en considération. Il y a eu des études, ça c'est vraiment, j'adore citer ces études-là, mais il y a eu des études où on a mis des électrodes sur le plancher pelvien de femmes qui avaient de la douleur au niveau des relations sexuelles et d'autres qui n'avaient pas de douleur au niveau des relations sexuelles. On a essayé de mieux comprendre l'impact de stresseurs. Donc, ils ont écouté des films de nature et des films stressants et des films stressants de nature sexuelle. Et les films stressants et les films stressants de nature sexuelle créaient de la contraction au niveau du plancher pelvien, peu importe si tu étais une femme qui avait des douleurs ou non durant les relations sexuelles. Les films de nature, non. Donc, c'est des muscles émotifs, c'est des muscles qui répondent à ce qu'on vit au niveau émotionnel. Autant que, comme les muscles, tu sais, des fois, c'est les gens, ils vont accumuler de la tension dans la mâchoire, vont faire des serrements au niveau des dents. Des fois, il y en a qui accumulent au niveau des... au niveau des trapèzes, au niveau du cou, au niveau des maux de tête. Donc, c'est des muscles qui semblent avoir un lien avec le stress, comme ces muscles-là, puis même qu'il y a des études qui nous démontrent des liens entre des problèmes de mâchoire et des problèmes de plancher pelvien. Donc, tu sais, c'est là qu'on... Ouais, là, on sort vraiment de juste... on sort de juste... il y a un relâchement avec... Fait que, est-ce qu'il y a des changements avec l'âge? La réponse est oui. Est-ce que c'est des changements qui absolument vont créer de la faiblesse? Non. Donc, je peux prendre un exemple, la ménopause. Donc, éventuellement, toute femme va atteindre ce stade de la ménopause où on va avoir des changements hormonaux dans notre corps qui vont amener certains changements au niveau des tissus, au niveau de la composition de nos tissus. Et en fait, une des choses qui se produit souvent, c'est une perte de souplesse dans les tissus. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement un affaiblissement. Des fois, c'est une rigidité, des fois, qui se manifeste. Ou une sécheresse. Oui, ou de la sécheresse, non, effectivement. Oui, je me rappelle du truc, c'était tellement bon, l'automéno? Oui. Puis il parlait de ça, justement. Exactement, de la sécheresse vaginale à cause des liens, des changements hormonaux. C'est un peu un parallèle à faire aussi avec la période postnatale, en fait, durant la période d'allaitement ou durant la période d'aménorrhée où on n'a pas nos menstruations. On peut avoir des symptômes très similaires, en fait, à la ménopause parce que c'est en lien avec les changements hormonaux dans le corps. Notre cocktail d'hormones n'est pas le même et ça a des influences, dans le fond, au niveau, mais partout dans le corps, mais au niveau du plancher pelvien, au niveau de la santé vulvo-vaginale, au niveau de la flore, ça va amener certains changements aussi. Fait que c'était juste pour démystifier, en fait, que c'est pas exactement un relâchement, mais qu'il y a des changements, qu'on peut s'attendre quand même à des changements. Après ça, c'est pas tout le monde qui va les vivre de la même façon. Fait qu'il va y avoir des gens qui vont le ressentir, mais il y en a d'autres qui vont pas le sentir. Fait qu'il y a certaines personnes qui n'auront jamais, en guillemets, de problématiques ou de ressenti de problématiques, tandis qu'il y en a d'autres qui vont les ressentir, tout simplement. Ouais. Je suis curieuse de savoir maintenant que tu es en plein dans ta grossesse, Rose. Est-ce que tu as l'impression que tu sens justement un changement au niveau je peux pas dire que je sens un changement au niveau de mon plancher pelvien, mais j'y pense définitivement plus. Okay. Parce que c'est pas quelque chose à quoi je pensais avant. Puis là, c'est sur les éternuements. Disons que si j'ai à éternuer, il faut que je contracte. Sinon, ça se peut que je me mouille un petit peu. Il n'y a rien de... Mettons, je me pisse pas dessus, là, mais il faut que je contracte. C'est ce que j'ai jamais fait avant. J'éternuais librement. Mais non, mais chanceux. Mais il n'y a pas... Sinon, il n'y a pas de... Moi, je ne le ressens pas nécessairement. T'es rendue à combien de semaines? 30 demain. OK. Donc, ça pousse. Bien, j'ai pas une énorme bédaine. Là. Moi, ça pousse pas partout non plus.
Mais peut-être que je le sens tendu si j'y pense. Ah, j'adore le fait que tu dises ça parce que, pour faire un parallèle avec ce que je disais, il n'y a pas nécessairement un relâchement avec l'âge. Il n'y a pas nécessairement non plus un relâchement avec la grossesse. Durant la grossesse, vu que les ligaments du bassin deviennent plus lousses, bien pas lousses, mais il y a plus de mobilité physiologique, c'est normal. Moi, je dis que le plancher pelvien fait de l'overtime. Parce que, parce que vu qu'il y a plus de mobilité dans le bassin, à chaque fois qu'on fait un mouvement, pour que ton corps reste stable, il va faire comme, oh, OK, tu sais, quand il va faire sa job, il va la faire, puis il va la faire encore plus. Bien, il peut accumuler de la tension en lien avec ça. Encore là, quelque chose qui est difficile à prouver scientifiquement parlant, mais quelque chose que je remarque vraiment beaucoup cliniquement, là, surtout à la palpation, au toucher, en fait, de la musculature. Donc, c'est ça que ce que tu dis, fait vraiment beaucoup de sens, absolument. Bien, c'est ça, moi, ma première grossesse, en fait, c'est ça qu'on m'avait dit, que mon plancher pelvien était trop tonique, qu'il fallait que je relâche. Fait que j'avais eu différents exercices à faire à la maison. Je suis pas mal certaine que c'est ça qui va arriver aussi, parce que juste faire les exercices, clairement, je sens que c'est le relâchement, ma faiblesse. Ta faiblesse. Ta faiblesse. Puis si je veux pas déchirer, j'imagine que... Je vais démystifier encore quelque chose. Est-ce que ça vient avec la déchirure, la tension? La souplesse du plancher pelvien ou le fait d'être capable de bien le relâcher? C'est vraiment logique qu'on pense ça, mais on n'a aucune preuve de ça. OK. Fait que j'ai fait de la recherche, en fait, en Australie, dans le domaine, en fait, vraiment pour essayer de comprendre l'impact de ce qu'on voit au niveau du plancher pelvien et ce qui se passe à l'accouchement. Fait que est-ce qu'un plancher pelvien, justement, plus tendu va avoir tendance à déchirer plus facilement à l'accouchement? En fait, les facteurs qui sont surtout liés aux blessures du plancher pelvien ou au déchirement à l'accouchement sont liés au bébé et comment l'accouchement se passe et non par rapport à notre anatomie, notre physiologie. Donc, exemple, bien sûr, le poids du bébé ou la taille de la tête du bébé ou la durée du stade de poussée. Oui, la force qui applique. Et le numéro 1, et je pense que c'est vraiment important. Moi, je suis super contente d'être ici aujourd'hui parce que je veux vraiment qu'il y ait d'informations, de la bonne information qui soit véhiculée, mais c'est que par rapport à l'accouchement, c'est vraiment l'utilisation de forceps lors de l'accouchement par voie basse, l'accouchement vaginal, qui est le facteur numéro 1 du trauma au niveau du plancher pelvien. C'est pas le seul, mais c'est un des facteurs les plus importants. Donc, l'utilisation de forceps, c'est présentement, on le sait peut-être pas, mais dans la communauté de cliniciens, de chercheurs, il y a beaucoup de travail qui est fait pour qu'on essaye de comprendre comment mieux prévenir les traumatismes au niveau du plancher pelvien, puis comment on peut réduire, entre autres, l'utilisation de forceps, vraiment pour essayer de minimiser ça à des cas où c'est absolument nécessaire, parce que pour la femme, pour le bébé aussi, mais pour la femme, il peut vraiment avoir des impacts. Pour celles qui ne savent pas, c'est une pince pour aider à sortir le bébé. Oui. Mais qu'est-ce que ça fait lorsque tu dis c'est un choc? C'est parce qu'il l'étire et là, tout est plus naturel, donc ça y fait un choc. Bien, en fait, c'est que c'est un instrument. Donc, c'est sûr que ça se passe. C'est pas très physiologique. L'étirement, la souplesse, c'est mécanique. Donc, l'instrument, s'il est inséré, peut venir blesser le plancher pelvien. Des fois, il y a aussi une rotation, une torsion, puis on tire le bébé. Donc, aussi, le bébé n'est pas en train de sortir au rythme que le corps lui permet de sortir. C'est vraiment comme on va venir retirer le bébé. Normalement, c'est juste utilisé dans un cas d'urgence, quand on craint, surtout pour le bébé, justement. Ouais. Mais c'est juste pour comme comprendre. Fait que, tu sais, si jamais on parle d'un peu plus les raisons de consulter en physio-périnale, c'est sûr que l'accouchement, c'est un des plus grands... L'accouchement par voie basse, vaginale, surtout. Pas que la césarienne est complètement protectrice, mais c'est sûr que le plus gros facteur de risque pour un plancher pelvien, moi, je l'appelle comme le ultra-marathon, l'ultra-épreuve d'un plancher pelvien dans une vie, c'est l'accouchement par voie basse, l'accouchement vaginal. Donc, ceci dit, c'est pas tous les accouchements qui sont pareils. Moi, je pense qu'après un accouchement vaginal, toute femme aurait avantage à pouvoir être vue par une ou un physio en rééducation périnéale. Mais surtout, si on a des facteurs de risque qui nous disent que probablement, on a eu plus d'impact au niveau de notre plancher pelvien si on a poussé pendant plus de 2 heures ou si on a un accouchement très, très, très rapide, si on a eu une déchirure de grade 3 ou 4. Fait que pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi une déchirure de grade 3 et 4, c'est que... Stéphanie ressort son bassin. Je ressors mon bassin et je vais expliquer le mieux possible verbalement aussi, mais lors de l'accouchement, au niveau du périnée, donc le périnée étant le point central ici qu'on voit au niveau du plancher pelvien, donc la jonction vraiment entre l'anus et l'entrée vaginale. Chez l'homme, ce serait entre l'anus et la base du pénis, le fameux périnée. Donc,
si on a une déchirure de grade 1, c'est qu'on a eu une petite déchirure plus au niveau de la muqueuse. Grade 2, on est venu atteindre le périnée. Grade 3, on est dépassé pour vraiment venir atteindre au niveau du sphincter anal. Et grade 4, on a une déchirure qui est venue comme à travers le sphincter anal. Des fois, ça monte en haut aussi, là, sur les lèvres, les grandes on peut avoir des déchirures plus superficielles. On peut avoir des déchirures des fois qu'on appelle en étoile, vers le haut, plus vers l'urètre, vers le clitoris. On peut avoir des déchirures internes. Mais le grade 3... Mais c'est pas pour faire peur, c'est pour expliquer. Puis après ça, c'est vraiment pour dire que c'est sûr qu'une déchirure de grade 3 ou 4 nous indique quand même, et souvent liée à justement une poussée plus longue ou une utilisation de forceps. C'est tout comme de prendre en compte, si j'ai eu un bébé qui pesait 9 livres et demi, j'ai poussé 2 heures, on a utilisé des forceps, etc. Quand j'évalue peut-être mes facteurs de risque, même si sur le coup, je ne sens pas de symptômes particuliers, c'est peut-être une bonne chose d'aller quand même faire vérifier avec une physiothérapeute en éducation périnéale. J'aime bien que tu compares ça avec un marathon, l'accouchement, parce que c'est souvent ça que je me dis aussi, tu sais, moi, j'ai l'intention d'aller consulter avant, après. Mais je me dis, tu sais, si j'avais à courir un marathon, je n'irais pas sans échauffement, sans préparation. Tu sais, je me lancerais pas comme, ah oui, c'est vrai, demain, je peux courir un 40 km. Et je vois ça un peu comme ça. Puis même chose après, tu sais, comme le monde qui fait souvent des marathons vont avoir des consultations avec des physios, des ostéos et tout. Donc, c'est de prendre soin d'un muscle. On le voit moins parce que c'est pas nos biceps, là, mais il est très important. Puis à long terme aussi, il est très important. Là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis je trouve ça super encourageant parce que là, ça fait au-dessus de 15 ans que je pratique. Puis ça n'arrivait pas, là, il y a 15 ans, de voir des gens un peu en prévention. Puis maintenant, c'est comme une grosse partie de ma clientèle, c'est des femmes qui vont venir avant l'accouchement dans le but de s'informer, s'éduquer, se préparer, se empowerer. Tu sais, je veux dire, j'adore ça. C'est sûr que... Prendre possession de leur corps puis de leur pouvoir. Vraiment. Fait que je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que ça me fait juste penser, parce que tu parles de déchirure, est-ce que c'est arrivé que tu as vu des cas de cicatrices qui ont mal viré, de points, ça doit arriver quand même souvent. Oui, c'est pas la majorité, c'est pas tous les jours, mais c'est sûr qu'il peut se passer plein de choses inattendues ou pas le fun au niveau de la guérison du corps. On peut pas planifier, on sait pas comment ça va se passer, qui va bien guérir, qui va moins bien guérir, etc. Mais tu sais, juste aussi pour... moi, j'aime ça, essayer de véhiculer... aussi d'essayer de réduire aussi l'anxiété et la peur envers les problématiques de santé pelvienne, parce que je trouve que ces jours-ci, avec les réseaux sociaux, c'est super bon. Ça permet de démocratiser l'information, de répandre de l'information. Mais des fois aussi, quand il y a trop d'informations, on ne sait plus quoi croire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Il y a beaucoup de sensationnalisme, il y a beaucoup de... on essaie d'attirer l'attention. Fait que une des choses que j'essaie de dire, c'est qu'au niveau du plancher pelvien, il y a beaucoup de problématiques, oui. C'est fréquent, oui, mais la plupart des gens s'améliorent et la plupart des choses, on est capable de venir avoir un impact positif puis regagner une qualité de vie. On n'est pas capable, je sais que des fois, c'est une question, est-ce que je peux retourner comme avant? Est-ce que les choses sont réversibles? Bien, la réponse, c'est non dans le sens physiologique de la chose. On vieillit, c'est comme dire, est-ce que je peux retourner en arrière puis faire en sorte que ce qui s'est passé se passe pas? Ben non, on vieillit, on avance vers l'avant. Mais il y a quand même des solutions. Il y a des solutions pour traiter les symptômes, pour que les gens puissent être mieux dans leur corps, améliorer le bien-être, améliorer la qualité de vie. Fait que, est-ce que moi, à cause que ça fait 15 ans que je pratique puis que je vois des difficultés au niveau du plancher pelvien, j'ai pas envie moi-même d'avoir un accouchement? Non, pas du tout. Est-ce que je vais avoir les mêmes craintes? Vous avez eu le podcast sur la grossesse, les peurs en lien avec la grossesse. Est-ce que j'ai les mêmes craintes que toutes les autres femmes? Oui. Mais est-ce que ça m'empêche de vouloir peut-être avoir un accouchement par voie basse? Non, parce que je vois aussi tout le positif qu'on est capable de faire par la suite. Mais tu sais, là, on parle beaucoup justement de tout ce qui est accouchement. On a parlé des fuites urinaires. Brièvement, parce qu'il y a plusieurs enjeux justement à ne pas prendre soin de son plancher pelvien. Les douleurs pendant les relations sexuelles, ce qui est vraiment fréquent, là. Vraiment fréquent, puis on en parle peu. C'est en lien avec, probablement aussi, il peut y avoir d'autres raisons, on s'entend, mais ça peut être un problème relié au plancher pelvien. Tout à fait.
Fait que tout à l'heure, j'ai parlé des fonctions un peu plus urinaires, un peu plus d'élimination au niveau du plancher pelvien. La sexualité est vraiment un rôle, une fonction au niveau du plancher pelvien. Donc, autant que notre plancher pelvien, là, je vais revenir encore vers mon bassin puis je vais montrer plus la musculature superficielle du plancher pelvien. La musculature ici qui entoure l'entrée vaginale chez la femme, qui longe l'os pubien ici, en fait, ce qui est caché en dessous de ça, là, on voit juste le petit bout, mais ça, c'est le tip du iceberg. Donc, ce que je suis en train de pointer, c'est le clitoris. Et là, je vous amène quelque chose de vraiment... Mais c'est pas un squelette, mais c'est vraiment... Tu vas montrer la grosseur réelle du clitoris. Donc, ça, c'est un clitoris en 3D. C'était un cadeau que j'ai reçu. C'est un cadeau très précieux. J'y fais attention, là, il est comme dans sa petite boîte. Là. Mais dans le fond, ce qu'on voit là, ici, sur mon bassin, le petit bout, le petit piton ici, c'est vraiment juste le petit bout du clitoris. Mais le clitoris, l'organe, est enveloppé à l'intérieur de la musculature qu'on ne voit pas ici. Donc, en fait, le plancher pelvien a un rôle très, très important dans la sexualité, dans l'excitation, dans l'orgasme. Le plaisir. Et là, je parle de la musculature plus chez la femme, mais en fait, chez l'homme, les muscles qui entourent l'entrée vaginale ici vont entourer la base du pénis. Donc, c'est les muscles de l'érection, c'est les muscles de l'éjaculation. On voit ici des glandes, en fait, qui sont entourées aussi des muscles du plancher pelvien. Donc, la lubrification vaginale peut être affectée positivement ou négativement aussi par la santé du plancher pelvien. Donc, il y a comme vraiment c'est son rôle important, la sexualité, pour avoir une sexualité, une bonne sexualité, on va dire. Par contre, le plancher pelvien, donc je vais poser mon clitoris, mais je vais le montrer à la caméra. Donc, encore, c'est important de venir regarder aussi les vidéos. Alors, on va le mettre de côté. Mais elle te le laisse en cadeau à la fin. J'aimerais Je vais le faire tirer tout le monde. Prenons des photos, mettons-les sur les Instagram. Non, mais moi, j'ai fait par rapport, parce que c'est intéressant de savoir ça par rapport au clitoris. Moi, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que je ne savais pas que c'était aussi gros que ça. C'est gros, là. Oui. Puis, je lisais sur l'orgasme, quand on dit qu'une femme a un orgasme vaginal, dans le fond, c'est à cause de la friction. Ouais. Fort probablement. C'est ça. C'est ce qu'on pense. Ouais. C'est quand même l'organe du clitoris. Exactement. Oui, ça pourrait. Je trouvais ça tellement intéressant. J'étais comme... Oui, fait de dire es-tu vaginale ou clitorisienne dans les faits, parce que moi, j'ai tout le temps dit je suis clitoridienne, tu sais. En même temps, c'est ça. Oui, exactement. Donc, pour en revenir à la sexualité puis les douleurs durant les relations sexuelles, en fait, qui était le sujet de ma thèse de doctorat. Donc, j'ai vraiment... je connais beaucoup de choses sur le sujet, mais... dans le fond, c'est que le plancher pelvien peut aussi être impliqué de façon, on va dire, négative dans la sexualité et être source. Je dis source, je dis pas cause, parce que ça ne veut pas dire que c'est le seul facteur, encore une fois, mais peut être source de douleur ou venir exacerber quand même quelque chose déjà présent. On peut juste imaginer rapidement que si mes muscles ici qui entourent l'entrée vaginale sont très tendus et j'ai de la difficulté à relâcher la musculature, c'est sûr qu'au moment, là, on parle vraiment de relations sexuelles avec pénétration. On était en train de parler de ça, mais on s'entend que la sexualité, c'est pas juste ça. Ça peut être inconfortable ou douloureux d'avoir une pénétration parce que la musculature est très serrée. Ça peut venir créer des frictions, des inconforts. Et là, il y a comme un cercle vicieux qui s'installe parce que je suis tendue, donc c'est inconfortable, donc je me contracte un peu plus, donc j'ai plus mal, donc je me contracte un peu plus. Fait que là, on a vraiment un cercle de douleur, contraction musculaire, réaction de protection des muscles qui s'installe. Puis souvent, dans le fond, en physiothérapie, entre autres, on est vraiment... la physiothérapie en rééducation périnale est une des j'allais dire ligne directrice, c'est pas le bon mot, mais une des approches, en fait, de première ligne pour les douleurs durant les relations sexuelles qui sont de causes non médicales. Parce que là, on pourrait rentrer dans toutes les causes médicales ou douleurs aussi durant les relations sexuelles. Tu sais, s'il y a une infection vaginale, c'est sûr que c'est peut-être pas confortable d'avoir une relation sexuelle à ce moment-là. Mais là, on parle vraiment de quand le plancher pelvien semble impliqué dans la cause de la douleur en physio-périnéale, on va travailler vraiment à la détente, le relâchement, la connexion au plancher pelvien pour parvenir à détendre pour que, là, on parle encore de la pénétration, soit plus confortable pour briser ce cercle vicieux-là. Moi, je dis installer plutôt un cercle vertueux à ce niveau-là. C'est sûr que là, il y a toute la conversation sur la lubrification vaginale, sur justement pas passer à la pénétration trop rapidement, les préliminaires. C'est sûr que souvent, on travaille en combinaison avec des sexologues, avec des... tu sais, on travaille en multidisciplinaire souvent quand on parle de douleurs durant les relations sexuelles. Est-ce que quelqu'un qui fait un changement de sexe va travailler en physio-périnéale?
Oui. OK. Oui. Donc là, il y en a des gens qui sont vraiment en train de développer des expertises. Il y a de plus en plus de formations continues aussi pour post-chirurgie, dans le fond, savoir comment travailler avec les gens qui ont eu une chirurgie pour une réassignation Est-ce que de t'en sexe. fais, toi? Moi, j'en ai pas encore vu dans OK. ma pratique clinique. Donc, j'ai fait une couple de petites formations OK. pour apprendre, dans le fond, comment travailler avec les gens, mais c'est pas encore arrivé. OK. Fait que, mais je pourrais, tout à fait. Donc, on voit vraiment des personnes de tout sexe, tout genre. là. C'est comme, il n'y a pas... Assurément. Ouais. Parce que là, c'est sûr qu'on a un squelette bassin Oui. féminin. Oui. Mais c'est très pertinent pour l'homme Ben oui. aussi. L'homme aussi peut avoir des douleurs pendant une relation sexuelle. Tout à fait. Puis en fait, une des raisons, en fait, c'est que le bassin que j'ai dans les mains, là, c'est un des modèles qu'on peut acheter le plus facilement. Puis la plupart des physios ont quasiment ce modèle-là. Mais les modèles pour hommes ou autres ont pas été... on n'en a pas un qui est aussi facile à manipuler. Ils sont beaucoup plus chers. Donc, c'est comme... Il y a un manque là, de modèles anatomiques. Là. Il faut plus de différents modèles anatomiques pour que je puisse arriver avec encore plus d'outils au podcast la prochaine fois. Mais les hommes peuvent avoir des douleurs. C'est un gars, carrément. Oui. On va le coucher. Il était caché en l'air du divan tout ce temps-là. Fait que là, il va falloir avoir des volontaires. Osman. Mais dans le fond, l'homme peut avoir des douleurs au moment de l'érection, au moment de l'éjaculation, post-éjaculation, des douleurs périnéales, des douleurs au niveau testiculaire, au niveau du pénis, tout dans les mêmes régions, dans le fond, aussi, que la femme. Puis des douleurs aussi, il faut juste mentionner que les douleurs au niveau de la région du plancher pelvien, c'est pas juste durant les relations sexuelles, puis c'est pas juste durant les relations sexuelles avec pénétration. Donc, on peut avoir des douleurs au repos, des douleurs qu'on va dire non provoquées. Donc, je peux être assise et avoir des inconforts au niveau anal, au niveau du périnée, au niveau de la région vaginale, au niveau de la région vulvaire. Donc, c'est pas obligé d'être provoqué. Et après ça, on peut parler aussi pour les gens qui n'ont pas de relation avec pénétration. Ça peut être des douleurs aussi durant les examens gynécologiques, l'insertion de tampons, de coupes menstruelles, c'est tout ce qui peut impliquer aussi la pénétration, mais que c'est pas une activité sexuelle en soi. Fait qu'il y a beaucoup de facettes à la douleur dans la région du plancher pelvien, mais il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça, en fait. Ouais. Puis, non, vas-y. Je m'avais demandé, en fait, parce que, tu sais, on peut... Mon Dieu, j'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant 4 heures de temps. C'est parce qu'on n'en a pas assez parlé dans notre vie, clairement. Clairement. Il y a clairement un manque. De questions, On est comme là, genre... Madame? Oui, moi, j'adore ça. C'est correct. Mais je me demande, tu sais, justement, tantôt, on a parlé, bon, qu'il peut avoir des répercussions lors de l'accouchement ou autre. Y a-t-il des choses quotidiennement? Là, tu parlais de la façon qu'on est assis ou autre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer de maintenir une bonne santé pelvienne? Oui. Bien, en fait, moi, je vais proposer... Il y a tellement de choses que je pourrais dire, là, OK? Fait que là... Ou des choses à ne pas faire. Vas-y. Ouais, là, on dirait que mon cerveau, il fait comme tout. Tu sais, comme il y a tellement de choses. Parce que ça par rapport à ça, puis c'est juste parce que moi, depuis tantôt, c'est ça que je voulais dire, je remarque que tu n'as pas les jambes croisées, que nous, on avait toutes les jambes croisées. Est-ce que ça a un lien? C'est sûr que oui, c'est sûr, ça fait des tensions. Parce que le chiro, moi, mon chiro, il me dit, si tu n'as pas les jambes croisées, c'est pas bon. C'est sûr que je suis hyper consciente de ma posture parce que, comme pendant 8 heures par jour, quand je travaillais en clinique, je suis en train d'éduquer les gens sur la posture. Ouais. Puis je vais arriver... Tu trouves la épouvantable. Puis c'est vraiment... Puis aussi, c'est parce que je deviens aussi hyper sensible Moi, en fait, je suis quelqu'un qui a vraiment de la misère à rester assise. Là, je le fais pour le podcast, mais normalement, je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de bouger. Je peux pas rester assise sur place. Ça te crée des tensions. Ça me crée des tensions. J'ai un inconfort quand même assez rapidement. Puis souvent, on me demande justement, c'est quoi la meilleure posture? Dis-moi exactement c'est quoi la meilleure posture. En fait, la meilleure posture, la meilleure position, c'est la prochaine. Là, le monde me regarde, mais ça veut dire bouge souvent. Bouge souvent. Fait qu'il n'y a pas... Oui, effectivement, si je suis... Là, je vais essayer de... Si je suis comme ça... C'est drôle parce que je te trouve pas naturelle. Non, mais là, je l'exagérais, mais... Non, mais je te vois jamais avec les jambes croisées. Mais ça m'arrive, là. Mais j'ai pas vu, en tout cas, depuis que t'es assise. Ça l'aidait d'avoir mon bassin. C'est comme si c'était un outil pour... Mais j'ai une amie ostéo qui est jamais les jambes croisées et toujours assise de la même façon, bien 90, bien posée. Mais je suis pas parfaite, là. Je suis pas tout le temps assise comme ça. Des fois, je parle avec mes clientes dans le bureau, puis tout d'un coup, je vais dire, regarde, comment moi je suis assise, puis souvent, je vais quand même avoir la jambe croisée, je vais être comme ça, mais je change constamment de position, tu sais. Fait que c'est pas... Là, ça donne que vous m'avez dit... Fait que ça, c'est une façon moi, je me suis croisée prévenir. à cause de toi. C'est une façon de prévenir. De bouger constamment et de changer sa posture. Comme je disais, il n'y a pas de preuves, là. On n'a pas fait une étude. OK, les personnes qui sont assises comme ça tout le temps, puis tout, mais normalement,
je vais y arriver, là. Ce que je veux parler, c'est de la respiration. On a parlé des fonctions du plancher pelvien. La dernière fonction dont je voulais parler, c'est une fonction qui n'est pas complètement directe, mais c'est la respiration. Puis c'est pas parce que notre plancher pelvien nous fait respirer, c'est clairement notre diaphragme respiratoire, nos poumons, etc. Mais il y a un lien avec la respiration. Et donc, il y a un lien avec la posture. Parce que le plancher pelvien, puis là, ça va être... C'est pas évident à expliquer, là, mais le plancher pelvien, c'est le bas. Notre diaphragme respiratoire, c'est notre toit. C'est en haut. Ils sont comme ça. Ils sont un au-dessus de l'autre. Et quand on inspire, l'air rentre dans les poumons et le diaphragme respiratoire descend naturellement, parce qu'il faut qu'il y ait de la place. Le plancher pelvien devrait descendre et, en guillemets, se relâcher vers le bas quand on inspire. Et notre abdomen devrait sortir. Et quand on expire... J'adore ça parce que Rose a fait ses respirations. Oui. Quand on expire, c'est le contraire. Mon diaphragme respiratoire va monter pour faire sortir l'air et mon plancher pelvien devrait remonter, être tiré un peu, en fait, par le changement de pression intra-abdominale. Fait qu'il bouge normalement. Il devrait bouger en même temps. Et mon abdomen, à l'inspire, sort et revient à l'expire. Par contre, si je suis comme ça, essayez de respirer avec un bon mouvement abdominal puis un bon mouvement tout court. D'avoir une posture rétractée par l'avant, là, c'est pas l'idéal. Si je suis... Bien là, puis on donne cet exemple-là, mais je pourrais vous donner plein d'exemples debout, plein d'autres exemples de posture, mais toute posture qui va amener une restriction au niveau de la respiration va par défaut amener une restriction au niveau du plancher pelvien. Donc, dans la posture, il y a aussi la posture prolongée, fait qui amène à un moment donné le plancher pelvien, il dit « Ah, bien, on est tout le temps assis comme ça, je bouge jamais trop, et donc, je vais me rétracter. » C'est comme être dans le plâtre longtemps. Quand tu es dans le plâtre, à un moment donné, tu sors du plâtre, puis comme il y a une rétraction au niveau des muscles parce que les tissus ont comme fait « Ah, bien, on n'avait pas besoin d'être aussi mobile ou aussi long, on va se rétracter comme ça. » Fait qu'il y a de bouger, mais après ça, il y a aussi, si je suis dans des positions qui favorisent ma respiration, ma mobilité, bien, ça va avoir un impact positif sur mon plancher pelvien. Fait que notre façon de respirer, si à l'inverse, je suis pas quelqu'un qui respire puis que mon ventre sort, puis que mes côtes s'ouvrent quand j'inspire, mais je fais plutôt l'inverse. Donc, je rentre le ventre en inspirant. Bien là, je suis en train de tirer mon plancher pelvien vers le haut en inspirant, puis le pousser. Puis c'est sûr que vous avez eu ça à un moment donné dans votre vie. C'est sûr que vous avez vu des gens respirer comme ça. En danse, je le vois. En danse, on faisait ça. Il y a des déformations professionnelles. Mais oui, en danse, en gymnastique, en patinage artistique. Jamais, en fait. Expiration, inspiration, faut pas que ça sorte. C'est ça, il faut tout le temps être rentré. Fait que c'est un problème parce qu'automatiquement, ça fait en sorte que ton plancher pelvien, il est tiré vers le haut et tout le temps dans une position d'élévation. Parce que je ne l'ai peut-être pas dit encore, mais le plancher pelvien, quand on relâche, devrait descendre, s'ouvrir, pas genre s'ouvrir, mais juste comme être dans un état de repos. Et quand on contracte, il devrait se fermer et remonter pour fermer la porte et remonter les organes pelviens. Donc, c'est le mouvement naturel. Mais si je respire à l'envers... dans la poussée, la respiration, 100%. Genre, je trouve ça tellement mal représenté souvent dans les films, les poussées, là, c'est comme la fille force sur force. C'est justement non de rester calme, de respirer, puis juste de penser à relâcher dans la douceur et non dans la contraction. Il n'y a rien qui va se passer. Là. Tout à fait, tout à fait. T'sais, j'ai beaucoup de femmes que je vois, comme je disais tantôt, en préparation à l'accouchement, en prévention avant l'accouchement. Puis, celles qui ont déjà eu... celles qui ont déjà accouché par voie basse me disent, mais quand on m'a dit comment pousser... J'avais aucune idée qu'est-ce qu'on était en train de me dire. Puis en plus, avec ma péridurale, je chantais rien, puis je savais pas qu'est-ce qu'il me disait. Puis je faisais ce que je pensais qu'il fallait que je fasse, mais je savais pas. Puis souvent, quand on pratique, une des choses que je pratique avec les clientes avant l'accouchement, c'est juste à se connecter à c'est quoi contracter, c'est quoi relâcher, c'est quoi pousser, pour qu'elles sachent quel message envoyer à leur corps. On n'est pas en train de prévoir exactement comment tu vas accoucher, quelle position, mais c'est une question de connexion au corps. C'est une question de se sentir plus confiante et plus connectée, puis être plus disposée, dans le fond, lors de l'accouchement, de te mettre dans une position de savoir, de te sentir confiante, de savoir de quoi on parle. Puis c'est tellement beau de revoir mes clientes, parce que la plupart que je vois avant, je les vois après, puis qui me disent, tu sais, dans le fond, ma validation, c'est elle qui m'a donne, parce qu'elles vont me dire, ça m'a tellement aidé, oh my God, j'ai pensé à toi durant mon accouchement. Tu sais, c'est là que j'ai ma validation, puis que je sais qu'est-ce que je fais vaut la peine. Mais tout à fait, la respiration est comme... Moi, c'est la fondation, mais c'est la chose qui apparaît à travers tout. S'il y a un lien avec toutes les conditions de santé pelvienne, puis avec toutes les façons de maintenir une bonne santé pelvienne, c'est
c'est by far, là, c'est la respiration. Oui, puis ça se retrouve dans tout. Ben oui. Puis, tu sais, là, je m'en ai encore croisé ma jambe, tu vois, j'ai des habitudes à casser. Parce que j'ai vraiment pas envie qu'on finisse cet épisode-là sans qu'on me trouve comment faire pour améliorer mes sauts en trampoline. Parce que Dieu sait que t'adores ça. On n'a même pas parlé des exercices. Mine de rien, oui, j'adore ça, sauter sur la trampoline. Je suis ancienne gymnaste, je te dis. J'ai pas fait une grande carrière, par exemple. Ceci étant dit, tu sais, j'aimerais ça, justement, tu sais, tantôt, je te demandais des trucs qu'on peut faire pour améliorer notre santé. Y a-t-il des trucs, tu sais, quotidiennement, puis là, que ce soit homme, femme, j'aimerais vraiment ça, que tu nous donnes des trucs et astuces. Pas nécessairement pour une personne comme moi qui a déjà quelques pertes urinaires quand je saute en trampoline, mais sur un trampoline. Mais ceci étant dit, des choses qu'on pourrait intégrer. T'sais. Mais là, il faut démystifier le trampoline, là, par exemple. Parce que là, t'en parles. C'est la seule fois que ça m'arrive, c'est quand je saute sauter sur le trampoline. Ben oui. Parce que tu relâches trop dans les airs, t'es tellement en euphorie. C'est le seul moment, no joke, c'est le seul moment que ça m'arrive quand je fais du trampoline avec ma nièce ou quand, des fois, au gym, on a des petites trampolines puis il faut faire des... Ouais. Je suis incapable. Mais là, je vais comme, finalement, je vais essayer de te rassurer, mais c'est qu'ils ont fait des études, puis même les petites filles ont des fuites urinaires sur le trampoline. Donc, puis j'ai des conversations avec mes collègues physiothérapeutes, parce que c'est comme, mais oh my God, c'est comme tout le monde pense que le trampoline est comme... Non, c'est ça, mais juste pour dire que c'est pas parce que tu as eu un accouchement ou que tu as un certain âge que tu as des fuites, parce que même jeune, tu peux en avoir aussi. Il y a quelque chose avec le trampoline, puis là, c'est ça, là, ça dépend comment tu es en train de sauter. On n'était pas en train de parler des gymnastes qui sautent, là, mais super haut, puis les acrobates du Cirque du Soleil, là. Mais il y a quelque chose sur le trampoline, tu sais, genre, ça n'existe pas dans la nature, là. Oui. Fait qu'il y a quelque chose sûrement avec comment notre corps répond à... La gravité, ou peut-être. Parce que c'est pas naturel. Je pense que je l'ai remarqué davantage, sachant justement que j'ai fait de la gymnastique toute ma jeunesse, puis que chez moi, j'avais un trampoline, puis que je jouais, puis j'ai jamais ressenti ça. Oui, alors que je peux passer des cours de trampoline quand j'étais jeune, tous les jeudis. Puis moi, ça m'a jamais rien fait. Mais moi, ça fait plusieurs années, là, on en parlait au début, mais le fait que j'ai des problèmes des fois à aller aux toilettes pendant longtemps avant de découvrir le petit banc, je forçais. Fait que ça a peut-être eu un impact à la longue sur... Peut-être, mais je veux te proposer qu'on ne sait pas présentement sans que tu te fasses évaluer. C'est sûr. Si c'est parce que il y a eu, avec, mettons, le fait que tu as poussé longtemps, si tu as créé un certain relâchement, on va utiliser le mot que, en fait, tout à l'heure, je démystifiais, puis que ta musculature aurait de la difficulté à contracter assez fort quand tu sautes sur le trampoline. Parce que, dans le fond, je veux aussi démystifier le fait... je vais arrêter d'utiliser le mot démystifier, là, mais trampoline, qu'est-ce que tu dis que tu as des petites fuites en sautant? C'est de l'incontinence urinaire à l'effort. OK? Parce qu'il y a de l'incontinence urinaire plus parce que je me rends pas à la toilette. Tu sais, c'est urgent, j'essaie de me rendre à la toilette, je baisse mes pantalons, ça a commencé à couler avant de me rendre. Ça, c'est l'incontinence d'urgence. Mais sur le trampoline, l'atout, l'éternuement, le rire, les sauts, le sport, c'est de l'incontinence urinaire à l'effort. C'est quand il y a une augmentation de pression intra-abdominale qui va avoir lieu rapidement. Il faut que le plancher pelvien soit assez vite, assez fort, puis timé. Il faut que la contraction se passe avant que la pression intra-abdominale... Mais c'est ça, mon éternuement. Il faut que je le contracte avant. Oui, quand ça chatouille au nez, c'est déjà là qu'il faut que tu fasses... Il faut tout de suite que tu contractes. C'est le truc, le meilleur truc, en fait, c'est d'anticiper, c'est de contracter avant que l'effort ait lieu. OK? Mais là, est-ce que ton plancher pelvien a de la misère à contracter assez vite, assez fort ou au bon moment? On ne le sait pas. Est-ce qu'il a de la misère à contracter parce qu'il est faible ou parce qu'il est tendu? Parce que si tu es déjà comme ça, puis tu essaies de contracter plus, tu ne vas pas être capable de fermer la porte complètement. Pour mieux comprendre. Oui. Et c'est maintenant. Aujourd'hui, sur le plancher. Désolée pour ceux qui écoutent en audio. C'est la fin du podcast. On va faire un gros close-up. Moi, ce que je proposerais dans ce temps-là, surtout quand on ne sait pas si la personne elle a déjà une hypertonicité, déjà des tensions, ou si la personne elle a de la faiblesse en quelque sorte. Et on ne sait même pas si c'est ça ton problème. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait même pas si c'est ton plancher pelvien. Je te donne un exemple. Je vois beaucoup d'athlètes et de femmes sportives avec beaucoup de tension au niveau des abdominaux parce qu'elles recrutent beaucoup leurs abdominaux. Elles ont un plancher pelvien fort. Il n'est pas faible, il n'est pas si tonique que ça, malgré que quand on est active, on est sportif, souvent on a plus une tendance un peu tonique au niveau du plancher pelvien.
Et la plus grande problématique, c'est le déséquilibre entre les abdos et le plancher pelvien. C'est qu'il y a des abdos, il ne faut pas affaiblir les abdominaux, mais il faut comme les faire travailler plus en équipe. Parce que là, les abdos veulent tout le temps prendre le dessus. Ils sont comme, hey, yeah, je suis prêt à contracter, je suis prêt à travailler. Mais là, c'est comme, OK, calme-toi un peu, puis laisse le plancher pelvien venir travailler avec toi. Fait que, sachant pas c'est quoi le problème, c'est pas dangereux, mais c'est difficile de donner l'exercice clé, la chose à faire. Je vais venir te voir alors pour mon D'abord. Tu peux pas nécessairement donner des exercices pour renforcer alors que, dans le fond, peut-être qu'elle a un périnée super tonique. Alors, y a-tu... Non, c'est ça, parce que j'avais entendu que les sportifs étaient plus... qui étaient disposés à être plus toniques, mais là, je comprends que si ça vient des abdos, pas nécessairement. En tout cas, c'est un enchaînement. C'est ça. Des fois, on voit une espèce de pression créée vers le bas parce qu'on a des abdominaux très, très, très toniques. J'en ai des clientes là, avec des beaux abdos vraiment développés, puis tout le kit. Pas que les abdos sont pas beaux, sont pas super développés. Puis t'es comme, OK, tu sais, là, on comprend mieux, puis ils sont tout le temps prêts à contracter parce que c'est ça. Elles sont très sportives, très habituées de contracter les abdominaux. Je suis pas en train de dire aux gens, affaiblissez vos abdominaux. Pas du tout. Mais c'est juste... C'est plus de sport. Personne. Non, mais pas pantoute, mais il faut vraiment que toutes les musculation travaille en même temps. Donc, pour en revenir à qu'est-ce qu'on peut quand même faire, vu qu'on peut pas... Si on a une problématique, il faut avoir un plan un peu plus individualisé. Ou sans nécessairement avoir une problématique, c'est quoi les bonnes habitudes de vie à maintenir? C'est ça. Bien, je peux commencer avec ça si tu veux, mais j'allais quand même parler d'un exercice parce que l'exercice que je proposais tantôt de la respiration, du mouvement de la respiration... Pas fait la bonne respiration. Non, c'est ça, c'est à l'envers. C'était parfait parce que... Mais ça, on fait pas ça. On fait pas ça, exemple à ne pas faire. Oui, mais on peut commencer... Je vais arriver aux habitudes, mais juste de travailler avec la respiration, puis en inspirant, de sentir vraiment une belle détente du plancher pelvien. Puis là, c'est plus difficile si on est assis, puis on est assis comme ça. Là, c'est mieux des fois peut-être partir allongé au sol avec les genoux pliés, les pieds au sol. Des fois, on peut juste s'asseoir peut-être au sol en tailleur, comme les jambes croisées, ou même complètement allongé. Mais bref, de juste travailler avec la respiration, puis à l'inspiration, de détendre. Mais on le sent vraiment quand on expire la contraction, on la sent vraiment. C'est vraiment facile à sentir. Ça dépend d'une personne à l'autre. T'es peut-être plus... Non, t'es peut-être plus connecté à ton plancher pelvien que certaines autres personnes. C'est assez facile, oui. On dirait que moi, quand j'inspire, ça contracte. Mais c'est ça. Ça, c'est ce qu'on voit souvent. Problématique. C'est l'inverse. C'est comme c'est inversé, là. Faut que j'y pense, mettons, pour que je sente que ça relâche. Fait qu'il faut comme inspirer pour détendre. Puis à l'expiration, on peut doucement contracter. On va y aller avec la qualité, pas la force. Puis en inspirant, on relâche complètement. Puis moi, ça vient tout seul. Je parle avec ma main. Mes clientes me trouvent drôle. Ils regardent ma main, là, plus qu'ils m'écoutent. Parce que c'est vrai. Fait que cet exercice-là de bien relâcher et bien contracter, juste pour se connecter, ça, je pense que tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de danger. Puis je pense que ça peut aider tout le monde. Puis c'est la fondation de ce qu'on fait tout le temps. Direct en contact, c'est comme ça, tu prends vraiment conscience de... Ben oui, non, mais essayez-le à la maison, peu importe ce que vous faites en ce moment. C'est quand même, clairement, je ne fais pas la bonne chose. Mais moi, je faisais ça en amont avant d'accoucher. Bien là, c'est ça. Je trouvais que c'était vraiment, je sais pas, puis ça calme, on dirait. Oui, clairement, c'est méditatif. Oui. Fait que c'est comme une méditation. Puis j'en viens au fait que ça peut devenir une routine de faire ça. Combien de fois on devrait faire des exercices de plancher pelvien par jour? Bien, en fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recettes. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Puis on ne le sait pas, il n'y a pas de ligne directrice. Donc moi, je parle souvent du 5 minutes plancher pelvien par jour, qui n'est pas je passe 5 minutes à faire des exercices de je contracte puis j'ai les yeux qui sont en train de contracter en même temps. Parce que les fameux exercices de Kegel, je ne sais pas si vous savez c'était qui Kegel, mais c'était Arnold Kegel, qui était un docteur dans les années 40 qui a popularisé les exercices de plancher pelvien. Mais de juste faire ça, là, ça ne donnera pas grand-chose. Il faut vraiment prendre le temps de bien détendre pour bien contracter, bien se connecter, sentir ce qu'on fait. Ça va être bien plus bénéfique. Puis des fois, je suggère de même pas compter pour vraiment être connecté au corps. Parce que si tu es comme, OK, 7, 8, 9, c'est vraiment plus facile de bien faire les exercices si tu te connectes à ton corps. Fait que ça peut devenir une petite méditation. Puis ça peut être fait sur le temps d'une vie. Y a-t-il un moment dans la vie où on dit, hey, c'est plus rendu bon de m'entraîner au gym, c'est plus rendu bon de faire de l'activité physique, c'est plus rendu bon de bouger? Non. Fait que d'avoir une connexion à son plancher pelvien, puis c'est aussi important tout le long d'une vie. C'est comme se brosser les dents. Il n'y a pas un moment où on fait comme, ça vaut plus la peine de se brosser les dents. Fait que ça peut être quelque chose qui devient intégré. Est-ce qu'on est obligé d'en faire tous les jours? Sûrement pas, mais il y a des fois, il y a des gens que c'est plus facile si c'est une routine quotidienne. Puis il y en a d'autres qui peuvent matcher ça à leur activité, leur entraînement. Si c'est 3 fois par semaine, le matcher à ce même moment-là. Fait que c'est de trouver une stratégie pour être capable de l'intégrer. C'est mieux qu'à d'avoir une recette clé. Pour en revenir aux habitudes. Donc, pour protéger notre santé pelvienne, une des choses, c'est qu'on mise sur les choses qu'on peut modifier.
Il y a des choses qu'on ne peut pas modifier. Je ne peux pas modifier ma génétique. Je ne peux pas modifier la grosseur de la tête de mon bébé au moment de mon accouchement. Je peux pas... Il y a certaines choses que je ne peux pas modifier. Fait qu'on va essayer de miser sur les choses qu'on peut, dont les habitudes mictionnelles et pour aller à la selle. Donc, les habitudes urinaires puis les habitudes pour aller à la selle. Exemple, trop se retenir. Donc, les gens qui sont comme vraiment occupés ou pas vraiment occupés, mais qui sont comme « Ah, plus tard », tu sens le message d'envie, mais des comme « Ah non, plus tard, ah non, plus tard ». Puis là, c'est comme quand ça devient vraiment, vraiment pressant, parce qu'à un moment donné, il y a une limite, bien là, on y va. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que tu as fait plus tard, tu te contractais volontairement pour repousser à plus tard. Donc, ça peut être une façon d'entretenir des tensions dans le plancher pelvien. Ça peut aussi prédisposer à des fuites urinaires parce que si je suis tout le temps en train de repousser à la dernière minute, bien, quand je suis en chemin vers la toilette, je suis plus propice à avoir potentiellement un relâchement devant la toilette en train de baisser mes culottes. Puis pour ceux qui ont ça, le truc, en fait, c'est de se parler beaucoup, c'est de se dire sur la toilette. Parce qu'il y a des gens qui ont le syndrome de la clé dans la porte, tu arrives à la maison, puis tout d'un coup, les alarmes partent. Mais ça, c'est parce que Rose est comme oui. Ça, c'est parce que c'est le conditionnement. Ton cerveau est comme associé chez toi avec la toilette puis uriner. Donc, dans le fond, de dire sur la toilette, de rester calme. OK, on va dire que le monde rentre chez eux puis dès qu'ils rentrent. Dès que tu as la clé, ça Non, mais tu sais, quand t'es dans ton auto puis t'as déjà un peu envie. Ça m'est arrivé. T'es comme quand je vais arriver chez nous, première chose à faire, c'est ça. Mais là, le moment où t'as la clé dans la porte, t'es comme. Ding, ding, ding. T'as les larmes, ça sort, là, tu sais, comme. Ça m'est arrivé une fois, j'étais jeune, mais écoute, j'habitais sur Dagenet, tu te rappelles, la maison? Mais je marchais pour revenir de l'école, puis je suis partie de l'école, puis j'avais déjà un peu envie, puis j'étais comme, ah non, ça me tente pas de retourner en dedans, J'avais quand même une demi-heure de marche, là, mais arrivé chez nous, j'ai mis la clé dans la porte, puis j'ai fait pipi sur le balcon. C'est cognitif, ça. C'est le piton du cerveau vers le plancher pelvien qui a relâché trop tôt. Fait qu'il faut, dans le fond, se parler. Il faut rester calme, ce que les gens font pas. Parce que c'est comme... Puis c'est souvent vraiment le moment où tu vois la toilette, t'es en train de baisser tes pantalons. Mais tu sais, il restait comme 2 secondes pour que tu t'assoies sur la toilette. Fait que c'est clairement... c'est très cognitif. Fait qu'on peut se parler, rester calme, se dire sur la toilette, puis ça change vraiment tout. Fait que c'est un peu les trucs magiques comme pour aller à la selle. Bien sûr, il faut pas avoir retenu 7 heures de temps avant ça. Fait que les habitudes d'éviter de se retenir. Ou l'inverse, les gens qui font pipi tout le temps. Ah, au cas où, C'est correct une fois de temps en temps. Je suis un peu de même. On dirait que j'ai peur de tout le temps avoir envie. Puis je trouve ça tellement inconfortable quand j'ai envie. Je trouve, genre... Fait qu'on dirait que je vais trop aux toilettes. L'autre fois, mon fils, il me dit « Tu fais tout le temps pipi, maman. » Il a fait la prise de conscience pour toi, puis il te l'a offert. « Maman, tu fais tout le temps pipi. » Puis ça dépend. Si tu bois 4 litres d'eau par jour, c'est sûr que tu vas aller uriner plus souvent que quelqu'un qui boit 2 litres d'eau par jour. C'est fort probablement. En ce moment, c'est vraiment pas bon. Je bois trop de café. Ça, c'en est. Mais ça, c'en est. Tu sais, le café va faire aussi en sorte que pour aller uriner, même pour aller à la selle, c'est un stimulant là, quand même. Mais au niveau de trop se retenir ou de faire trop de miction préventive. Fait que il y a des fois, une fois de temps en temps, si tu sais que tu t'en vas puis que tu n'auras pas accès à une toilette, OK, c'est correct une fois de temps en temps, mais de dire « Ah, je vais tout de suite y aller. Ah, je vais y aller. » En fait, ça l'entretient ça. Puis la vessie, à un moment donné, elle se dit « Ah! » Elle est paresseuse, ça. Oui, bien... Oui, je comprends. Elle comprend, elle se conditionne, elle dit « Ah, bien, tu vas uriner quand tu as juste 100 millilitres. » Bien, d'abord, je vais commencer à t'envoyer un message quand tu as juste 100 millilitres. Fait que là, à un moment donné, tu commences à avoir envie plus souvent, puis tu es comme « Ah, mais là, c'est tannant. Parce que c'est plus moi qui décide, c'est ma vessie qui m'envoie envie. » Et ça me fait rire parce que je pense à quand je bois... Admettons que je sors dans un bar, si je bois de la bière, c'est sûr que la bière, on dirait que ça donne vraiment envie. Fait que je me dis, faut pas que j'aille aux toilettes jusqu'à temps que j'aille vraiment, vraiment envie, sinon je vais passer ma soirée à aller aux toilettes. Comme si à partir du moment où tu ouvres la porte, c'est terminé. Oui, c'est comme si je laisse mon envie parler, je vais passer à la moitié de la soirée. Puis c'est long, aller aux toilettes dans un bar, souvent. Excusez-moi, je m'ennuie tellement de boire. Je pense à ça. Non, mais c'est vraiment mon conditionnement de comme, hey, ça n'aura pas de bon sens. Bref, je vous laisse avec ça. Mais c'est normal d'avoir quand même plus envie. C'est un diurétique, là, fait que c'est quand même, c'est quand même plus... Mais je ne laisse pas, ma vessie contrôler. Donc, de pas trop de choc. Une bonne alimentation, of course, ça, c'est dans n'importe quel organe du corps. On s'entend bien se nourrir, donner les nutriments nécessaires. Respiration. La respiration, pas trop se retenir, pas trop forcer, mettre un banc, ouvrir les genoux qui dépassent le bassin, la hauteur du bassin. Ouais. Après ça,
Y a-t-il d'autres choses? J'ai-tu oublié quelque chose? J'ai fait un bon recap? C'était vraiment un bon recap. T'as comme bien étudié, t'as bien écouté, t'as bien étudié. Je vais vraiment venir te voir, Steph, en privé, parce que ça fait longtemps que, tu sais, je t'en parle, j'applique, mais en même temps, je vois bien. Puis, tu sais, là, ça sera un autre sujet de podcast, là, mais tu sais, en ce moment, dans les dernières années, les 2 dernières années, je vois que mon bassin, il est beaucoup moins flexible aussi. Fait que, tu sais, je suis tout le temps chez l'ostéo 1 fois par mois en train de me faire parce que j'ai une hanche qui fait ça ou ça. Fait que c'est peut-être tout interrelié, puis je regarde pas à la bonne place, tu sais. Non, mais clairement, de consulter, de le prendre au sérieux, ce muscle-là, ça existe, en fait. C'est ça qu'on dirait que, comme on n'en parle pas, puis je peux confirmer ce que tu as dit au début, mais je suis rendue à 30 semaines, puis il n'y a personne qui m'en a parlé encore là, de mon plancher pelvien. Là. Mais là, on en a parlé. Moi, je le savais parce que c'est ça, je m'intéresse à ça, mais si ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas ta médecin qui va te dire hey, prends ton rendez-vous à 37 semaines, nanana. Puis après, je ne sais pas, j'ai pas accouché, mais je pense que c'est pas de facto, on va te dire va consulter. Non, il ne faut pas tu t'attendre que quelqu'un va nécessairement t'en parler. Fait que c'est pour ça que c'est génial, les podcasts. C'est génial, dans le fond, qu'on a une conversation là-dessus aujourd'hui parce que ça donne l'information, tu sais. Puis de façon générale, j'allais dire, tu sais, on a dit de façon générale bien manger, mais de façon générale, je veux vraiment rentrer le message, tu sais, comme que ça soit clair que bouger est une bonne chose aussi pour la santé pelvienne parce qu'il y a beaucoup de mythes actuellement sur non, faut pas que tu bouges, là, tu sais, non, fais juste tes exercices de respiration, puis c'est dangereux de courir, puis c'est dangereux, puis tu sais, ça pourrait être un sujet d'un autre podcast, là, le sport puis le plancher pelvien, parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de ça, puis il y a encore beaucoup de choses à démystifier. Fait que quand les gens sont pas certains, c'est sûr que ça serait une raison de consultation justement vers une physio en périnéale parce que pour aller démystifier ça, puis pas juste comme... Prendre des informations TikTok, site Internet. L'information TikTok, c'est 2 mots qui vont passer. Ça dépend. J'ai quand même fait un super beau vidéo sur l'examen des seins. Mais j'ai pris un médecin pour me donner l'information que j'ai transférée. Vous savez, je n'ai pas TikTok. Je sais, en plus, c'est ouvrir la porte au sujet, mais pas aller chercher l'information. Ben oui, j'ai des vidéos de toi sur TikTok. Génération Sidechick a un TikTok. Oui, ça, je le sais. C'est ça. Mais c'est ça, mais là-dessus, j'ai fait une vidéo en lien avec le cancer du sein, mais c'est la fondation qui m'a donné les informations. Tu sais, je me suis pas inventée. Oui, mais ça, toi, tu as fait ça. Non, mais c'est ça. Non, mais tout le C'est pour ça que j'ai des invités spécialistes aussi, parce que je prendrai pas parole sur un sujet que je maîtrise pas. En même temps, je me permets de m'éduquer à moindre coût. À moindre coût. Steph, pour les gens qui auraient envie de te retrouver, tu as ton site Internet. Je sais que tu fais des ateliers en ligne. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais moi, je pense qu'à la place de donner trop d'endroits là, où me trouver, mon site Internet qui est le www.physiopérinéal, il y a un E à périnéal.ca. C'est vraiment là que vous êtes capable d'avoir accès à mes réseaux sociaux, aux ateliers que je donne, accès à moi pour des consultations individuelles. Je dois dire, par contre, que j'ai un temps d'attente. Fait que c'est certain que c'est pas facile. C'est pas facile de voir tout le monde dans des délais, on va dire, raisonnables. Puis c'est comme ça qu'on veut me trouver. Puis je veux juste finir peut-être par dire aussi qu'il y a vraiment quelque chose d'excitant qui s'est passé récemment. Les gens ne sont pas encore au courant, mais tu sais, on n'a peut-être pas tous les services accessibles encore dans le public pour la santé pelvienne, mais l'INES, qui est l'Institut d'excellence en santé et services sociaux, vient juste de sortir des recommandations pour augmenter l'accessibilité aux soins en santé pelvienne, en éducation périnéale, dans le système public. Donc, il y a une équipe qui a travaillé vraiment fort là-dessus, dont des chercheurs, des physiothérapeutes, pour vraiment ces recommandations-là. Donc, les recommandations sont que les personnes aient accès aux soins du service en rééducation périnéale, surtout dans le traitement, la prévention de l'incontinence urinaire et en pré- et postnatal. Donc, ça, c'est un début. Bien, c'est l'objectif, mais là, on n'est pas encore là. Il faut savoir comment implanter ça, comment on va être capable de faire ça. Fait que je veux juste comme dire aux gens, informez-vous. Donc, l'INES, ENESSS, puis allez voir ces recommandations-là, puis, tu sais, comme dans le fond, de collaborer pour que ça se passe. J'aimerais ça voir ça dans ma carrière, que ça soit de plus en plus accessible dans le système public. Fait que c'est ça. Certainement. Un gros merci. Je vais mettre ton site Internet, en fait, les 2 liens, je vais les mettre dans les commentaires de l'épisode. Un gros merci. Merci, Osman, de ta patience. Ça a été un gros incroyable. Puis honnêtement, on aurait pu continuer encore pendant une heure. C'est hallucinant comment tu as raison. On ne maîtrisait pas du tout le sujet. Donc, un énorme merci de la part de notre communauté et de nous-mêmes pour ton passage à Génération Sidechick. Puis on se dit à la semaine prochaine. Merci. Ciao. Bye.